débuter. Je sais, il fait chaud, vous avez subi ce salon, on compatit. Et comme vous le savez, Japan Expo cette année est très orienté French Touch. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez trop, peut-être? Je vais éviter de gueuler dans le micro, c'est une bonne chose. Alors, comme vous le savez, voilà, c'est la French Touch, puisque la France a un paquet de talentueux auteurs, scénaristes, illustrateurs, et on en a 2 ici qui sont juste là. Alors, ils parlent beaucoup. On m'a prévenu, on m'a dit ne leur laisse pas le micro, ils font que parler, ça va être l'enfer. Donc on n'est pas lâché avant 20h, si on les laisse parler, on va essayer de poser des questions concises. Si vous-même vous avez des interrogations sur le manga français et sur l'œuvre Ayakashi dont on va parler, n'hésitez pas à les préparer et je viendrai vous voir pour que vous les posiez à nos artistes. Donc dans quelques instants, on va pouvoir assister à une présentation du manga. Ils vont également se présenter auprès de vous. Et puis, on entamera cette conférence French Touch qui nous est donc proposée par Glénat. Bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, on va ramener du monde. On va raconter des blagues, on va faire des roues, on va faire des pompes, on va faire du fun. Ils ont qu'à régler le son. Baisse le micro. Et on va casser les oreilles. Vous allez voir, ça c'est le manga français. On peut dire beaucoup plus de bêtises que nos amis japonais parce que vous pouvez nous comprendre. Pas besoin de traducteur. Même si là, je pense que vous l'auriez voulu. Je pense que les traducteurs passent sous silence certaines choses. Le territoire est divisé en 5 royaumes. Complot, meurtre et trahison, tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir. Pourtant, une plus grande menace plane sur le pays. Son nom, les Ayakashi. La paix se fera-t-elle au prix du sang? Ayakashi, un shonen haletant aux éditions Glénat. Un shonen haletant. Haletant. Ça promet du lourd quand même, hein, parce que j'ai lu un peu le synopsis. C'est canon. Alors, j'aimerais d'abord, avant de commencer, que vous vous présentiez de manière concise, sans, on va dire, 1 minute chacun. Vous allez droit au but. Qui êtes-vous? Bonjour à tous. Je la refais avec un micro qui marche. Bonjour à tous, donc moi je suis Vanra, je suis auteure et dessinatrice de manga, donc je suis mangaka professionnelle depuis quelques années et illustratrice professionnelle. J'ai eu le grand plaisir de travailler sur Ayakashi en tant que scénariste et dessinatrice. Et du coup je travaille également sur plusieurs autres séries, dont une autre publiée par Glénat, à savoir Stray Dog, qui est sortie l'année dernière à l'occasion de la dernière Japan Expo. Donc Vanra, vous connaissez? Pardon, ça c'était pas avec exprès. Vanra, on peut applaudir Vanra s'il vous plaît, un peu d'ambiance sur cette... voilà, on va un peu mettre l'ambiance parce que sinon, on sait que les conférences c'est toujours chiant. Alors je vous propose qu'on entame tout de suite une bataille d'eau avec... Arrête, Oh, il y a du matériel électronique. Alors donc cette conférence Ayakashi, donc moi je suis Izu, enchanté, je suis... voilà, je suis scénariste, co-scénariste avec Vanra en tout cas sur cette série, qui a aussi écrit la série. Voilà, n'est pas que dessinatrice. Également, Vanra qui est une auteure complète. Nous sommes avec Marie de J1, on peut aussi applaudir Marie de J1. Mais je pense qu'on s'est déjà vu et vous reconnaissez Guillaume d'Horizon qui travaille également sur J1. On peut applaudir Benoît, évidemment Benoît qui est notre éditeur s'il vous plaît. Les éditions Glénat. On peut applaudir Fanny qui est notre attachée de presse, responsable communication qui fait un travail extraordinaire. On peut applaudir ta mère qui est au troisième... Non, alors on va s'arrêter. On peut applaudir, il y a Roger à la sono, Roger un grand monsieur. Hein. Cette blague va beaucoup trop loin. Voilà, ça y est, je me suis présenté, on peut y aller. Alors voilà, Guillaume d'Horizon, hein, professeur dans une école de manga, scénariste, animateur, enfin tu fais tout, tu ne dors jamais. Humoriste. Non, ça c'est faux. Voilà, allez, on entame tout de suite cette conférence. Vous avez eu un aperçu de l'univers d'Ayakashi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'histoire, sur le pitch? Donc Ayakashi, c'est un... Alors je sais pas si on m'entend très bien parce que j'ai vraiment pas beaucoup de voix. Je pense que c'est un petit peu mieux. Ayakashi, c'est un manga qui est donc fantastique, qui se passe dans un Japon médiéval fantastique, uchronique, au départ donc au XVIIe siècle, après la bataille de Sekigahara. On suit les aventures du héros qui s'appelle Yoshihiro,
dans sa quête initiatique, puisque c'est un personnage qui va combattre les Ayakashi, qui sont des démons qui viennent envahir le Japon et décimer les populations. On suit son parcours, puisque c'est quelqu'un qui a dû abandonner et qui devra abandonner beaucoup de choses qui lui sont chères afin de protéger ses idéaux ainsi que son pays. En quelques mots. Waouh. Alors Ça a l'air c'était- bien ton truc, hein. Ça a l'air Ah ouais, top, c'est hein. pas mal, canon, ouais. Un quoi. truc de ouf. Je te conseille de le lire, ça a l'air un petit peu intéressant. En fait, pour vous faire simple, c'est Game of Thrones dans un Japon médiéval fantastique avec de la steam fantasy. Alors ça, les enfants, vous avez des influences. D'ailleurs, on va revenir là-dessus, mais tout de suite, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire. Alors, pour parler un peu sérieusement, en fait, j'étais à Mangazur, qui est un festival dans le sud, vers Toulon. Je sais pas s'il y a des gens du sud ici. Des gens du sud. Voilà, Mangazur, très bon festival à Toulon. Et en fait, j'avais rencontré Vanra, qui était une artiste. Vanra, elle publie depuis des années des séries extraordinaires. C'est Et j'étais gentil, ça. tombé Je sur savais son pas. stand. J'avais flashé sur ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, il faut que je trouve un univers, une idée à lui proposer, qu'on puisse développer ensemble. Et moi, j'avais vraiment envie de travailler sur le médiéval fantastique japonais. Et Vanra est une passionnée notamment de mythes. Alors, pas que japonais, mais entre autres ouais. japonais, comme les yokai, ce genre de choses. Et donc, c'est un univers sur lequel on a trouvé un terrain où nos influences pouvaient se rejoindre, particulièrement pour cette histoire. Alors justement, tu avais envie d'explorer ce Japon médiéval fantastique. On peut parler d'Uchronie, je vous le rappelle, c'est une technique qui permet de raconter, arrête-moi si je me trompe, hein, Je t'arrête. un pan de l'histoire. Non, je t'arrête. Je vais le buter. Un pan de l'histoire, mais revisité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi avoir choisi justement une Uchronie? Ça, c'est de sa faute, hein. Moi, je voulais faire un truc normal. Il m'a dit que voilà, c'est bon, c'était pas possible. Je vais faire un C'est truc ta faute. simple. Alors, le principe de l'Uchronie, pour être très clair, c'est vous prenez une histoire, c'est l'histoire réelle, jusqu'à ce qu'on appelle le point de rupture uchronique. Je viens d'inventer le terme, hein. Donc, ce point de rupture, c'est par exemple, si je vous dis, comme dans L'Homme du Haut-Château, voilà, qui est un livre et qui est également une série, par exemple, les nazis ont gagné la guerre. C'est-à-dire que toute l'histoire qu'on connaît du monde est la même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et ça devient une uchronie à partir de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a changé quelque chose, c'est ça le point de rupture, par rapport à l'histoire traditionnelle. Nous, ce qu'on raconte, c'est l'univers a été le même, notamment au Japon jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à 1600, qui est le début du XVIIe, pardon, la bataille de Sekigahara. C'est une grande bataille qui a eu lieu au Japon, et dans l'histoire, c'est les Tokugawa qui ont dominé, puisque 15 ans plus tard, ils faisaient le shogunat Tokugawa. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est le camp adverse, les Toyotomi avec leurs alliés, les Shimazu, qui ont gagné. Et donc, on vous raconte un Japon alternatif où il y a eu un point de rupture. C'est ça l'Uchronie. Et où c'est un Japon qu'on ne connaît pas, qui a été le même jusqu'au 18e, mais qui a changé avec, en plus, l'arrivée des Ayakashi. Et qui, voilà, donc on est dans une Uchronie, mais avec des fondements historiques solides. Bon, alors moi, j'aurais pas pris l'exemple des nazis, j'aurais pris un truc plus... C'est le plus classique et le plus parlant, hein. plus happy fit, mais bon, c'est très parlant. Bah justement, tu dis qu'il y a un peu de réalité quand même jusqu'à ce fameux point de rupture, c'est carrément l'histoire. Quels sont les éléments de réel qui vous ont permis de l'écrire justement? Tout simplement, tout ce qui est ces coutumes qui sont propres à la culture japonaise, parce qu'on s'est vraiment basé dessus. On a voulu vraiment faire quelque chose d'exact et le plus ressemblant possible. D'autre part, on a la chance de travailler avec un historien, Julien Pelletier, qui est cité dans ce volume et qui a fait toute la partie documentaire à la fin du livre, qui lui est spécialiste, entre autres, du Japon médiéval. On a vraiment voulu faire quelque chose de réel qui se fixe sur des bases solides et existantes, pas juste citer par hasard un nom célèbre ici ou là, comme Oda Nobunaga, etc. On a voulu vraiment mettre en scène des personnages existants jusqu'au niveau du point de rupture. Voilà, c'est le principe de ce qu'on appelle la fantaisie. Il y a deux grands types de fantaisie, si vous voulez. Il y a ce qui s'appelle la high fantasy. La high fantasy, c'est ce que tu faisais en général, par exemple, notamment dans certaines de tes autres séries. C'est vous allez mélanger pas mal d'univers, vous allez réinventer un univers de A à Z. Par exemple, Game of Thrones, voilà. Ou Star Wars. Star Wars, c'est de la high fantasy. Et nous, ce qu'on fait, là, c'est ce qu'on appelle de la low fantasy. La low fantasy, c'est que vous prenez des éléments du réel, donc comme l'histoire du Japon, les Sohei qui sont des moines guerriers, les Miko qui sont des prêtresses dans le Sacré, shintoïsme. ouais. Vous prenez tous ces éléments réels, vous prenez le clan Shimazu qui existe, la bête Kagoshima, le roi pirate Koxinga, et vous rajoutez un élément de fantastique, comme par exemple les Ayakashi, justement, et qui vont être la source de la magie, du pouvoir dans cette histoire. Et c'est ça de la low fantasy, c'est donc de la vraie fantasy, mais ancrée dans le réel.
Et ça permet peut-être de s'immerger plus facilement dans cet univers qui nous semble familier et accepter plus facilement la magie aussi. Est-ce que vous aviez un objectif particulier en créant ce titre ? Est-ce que tous les deux, vous regardiez dans la même direction ? Vous aviez vraiment quelque chose en tête de précis ? Bah alors, pour moi, c'est un petit peu difficile de dire ça, dans le sens où, au départ, l'idée originale n'est pas de moi. Donc, on m'a proposé ce projet. Et puis après, donc moi, j'ai regardé un petit peu comment ça se constituait. J'ai posé mes questions aussi par rapport à ça, parce que pour moi, je découvrais en même temps l'histoire à ce niveau-là. Et puis, en tant que co-scénariste, du coup, je l'ai transformé un petit peu en mettant une mise en scène selon mes goûts et selon les personnages auxquels je pensais mettre en scène dans cette histoire. Donc après, c'est une manière de travailler qui est un petit peu différente. Cependant, je pense qu'on est parvenu à un résultat qui est quand même assez sympathique. Ce qui est intéressant dans cette série, et ce qui est, en tout cas pour moi, une super aventure, c'est que Vanra, elle vient, et c'est normal, on est des auteurs, on a fait d'autres choses avant, on a nos propres influences. D'ailleurs, on n'a pas toujours les mêmes influences, mais tout à fait. Aya Kashi, c'est la... ou pas? Mais non, mais c'est vrai. J'ai découvert ce matin qu'elle aimait pas Berserk, alors que moi je suis fan. Par exemple, on n'a pas toujours les mêmes influences. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est le croisement. C'est-à-dire que c'est une série qui est au croisement de ce qu'on a en commun. Moi, j'avais des idées au départ, j'avais une vision. Vanra a clairement apporté sa vision, ses personnages qui sont ses bébés, qu'elle a apporté son histoire, elle a apporté sa vision de mon univers, ce qui a permis de créer un nouvel univers qui n'est pas le mien seulement, qui n'est pas le sien seulement, mais qui est vraiment une sorte de fusion de nos influences, où chacun va apporter des choses, où on va se renvoyer la balle pour aboutir à une œuvre. Et c'est ça qui est le plus intéressant, notamment dans le travail du scénariste, c'est quand c'est pas juste mon œuvre, c'est vraiment autant l'œuvre, si ce n'est plus de Vanra que la mienne, et c'est ça qui est passionnant. Oui, on n'a pas juste une illustratrice et un scénariste, on est au-delà de ça. Clairement pas. Alors du coup, on est au lancement de cette œuvre. Combien de tomes sont prévus, sachant que l'histoire ouvre des portes Alors, on a l'éditeur. Combien de tomes? Nous avons une réponse. Combien d'albums? Je vous représente Benoît qui est notre éditeur. C'est lui qui nous paye, c'est lui qui sort le pognon. Et là, il y a des gens de Glénat, c'est eux les gens de notre éditeur, tout ça. Alors, on s'est dit combien de tomes? Benoît a validé. Pour la première fois, cher public, vous allez avoir votre mot à dire. C'est-à-dire que je vais proposer des nombres de tomes. Est-ce que vous validez? Glénat devra le faire. Alors, on va tester. Allez, dites un nombre. C'est lequel de One Piece qui vient de sortir? 79? Les nombres très ronds. 79. Qui est pour 79 tomes d'Ayakashi? Ah non, moi je dirais 80, j'aime pas le 9. Il y avait qu'une main là. Ah, elle veut un chiffre rond. Qui est pour 80 tomes? Moi c'est rond, ça rentre bien dans la bibliothèque. On en a un qui dit oui quand même. C'est pas fou la Glénat, c'est bon, ils sont tranquilles. Bon, alors, qui est pour on va couper en 2, voire en 3. Qui est pour 20 tomes? 20 tomes, c'est vendu à Glénat pour 20 tomes. Merci. Glénat, moi je veux un mot de Benoît. Donne le micro. Benoît, qu'est-ce que ça te fait de t'engager devant autant de gens pour signer tout de suite, sans savoir les ventes du premier tome, pour 20 tomes d'Ayakashi? C'est quelque chose de formidable, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'à la simple lecture du tome 1, vous êtes en mesure de percevoir toute l'importance de l'histoire et tout ce qui peut être développé par ces deux talentueux auteurs. Merci beaucoup. Benoît, ancien politicien. Merci. Waouh, il est fort. Alors revenons à nos moutons. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre méthode, chacun d'entre vous, de travail. Je sais que pour l'illustration, tu as eu beaucoup de documentation de ton côté. Guillaume, pareil, j'aimerais que vous me décriviez un peu votre méthode de travail. Sur la journée ou en global? Comme tu le sens, Parce qu'en général, moi je suis comme Batman, je bosse que la nuit, moi. Que la nuit? Alors déjà, voilà, elle bosse que la nuit. C'est une nocturne, mais par exemple, pour une scène de combat, comment tu vas la préparer? Alors moi je travaille un petit peu à l'ancienne puisque je fais encore mes storyboards. Disons que à la base j'organise mon travail comme si, je mets en scène les scènes que je vois dans ma tête. Quand je lis le scénario que Izu m'envoie, il m'envoie donc un rail avec décrit dedans les scènes importantes, les tenants, les aboutissants d'une scène et d'un chapitre. En général il m'envoie un chapitre. Par-dessus ça je fais une première lecture et du coup j'imagine ce que ça pourrait donner puisque moi les personnages finalement lui il les a sur papier mais comme il a dit si bien, c'est comme mes enfants, donc du coup pour moi je les ai en version vivante. Pour moi les personnages c'est comme s'ils étaient vivants. Du coup j'ai leur caractère, j'ai leur manière de réagir et par rapport à ça je déroule le fil comme un film dans ma tête et je le mets sous forme de storyboard. Par rapport à ça ensuite je vais bosser mes scènes et je vais faire page par page et après en fonction de la page du coup c'est une page qui est plus compliquée à faire, ça me prendra entre 4 heures minimum jusqu'à des fois 2 jours de travail. Tout à l'heure, Benoît a montré une illustration, par exemple, d'Agané, du chapitre 3. Cette page-là, voilà, tout à fait, m'a pris
2 jours pleins de travail et m'a mis en retard sur tout 2 le planning. jours, hein. Je Parce me que- permets de dire quand même 2 jours, Parce c'est-à-dire que- que là où on mettrait 1 an à faire juste une Voilà. corne, hein. Parce que le sketch, c'est le brouillon m'a pris à peu près 10 minutes à faire. Simplement, je voulais vraiment un ancrage particulier sur cette scène. Et du coup, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Après, comme j'ai vraiment les scènes qui s'affichent dans ma tête et que je sais et je veux faire telle ou telle scène avec tel personnage dans telle position, avec tel gestuel, tel dialogue, etc. Parfois, ça m'arrive, tant que j'ai du mal à réaliser la scène en dessin, parce que je suis autodidacte, donc je n'ai aucune formation, j'ai appris sur le tas. Donc par rapport à d'autres dessinateurs, j'ai des fois beaucoup plus de difficultés à faire des choses qui peuvent leur paraître très simples. Du coup, tant que j'atteins pas le résultat que je veux, je recommence. Et puis des fois, ça sort du premier jet, et là, pour le coup, on part sur une page de 4 heures. Donc vous avez bien entendu, hein, autodidacte, on est face à du talent brut et pur. C'est Izu, gentil. ta méthode de travail à toi, en quoi elle consiste? Est-ce que du coup, je sais que tu dors pas, ça c'est sûr, tu as beaucoup trop de Oui, choses à il penser m'appelle et à le soir, faire. la nuit. Oui, j'ai une nouvelle idée. Il est Voilà. 23h30, je vois Izu, qui apparaît sur le portail, je fais allez, ça y est, il a une idée, celui-là, c'est bon, on a Parce pour qu'il 2 peut heures. avoir des idées en pleine nuit. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Puis il sait très bien, la dernière fois, j'ai dit mais pourquoi tu m'appelles toujours 23h30? Il me dit parce que je sais que tu dors pas, donc c'est Mais parfait. c'est vrai. Et le pire, c'est que c'est vrai. Donc quand je lui réponds pas, c'est que parce que j'ai pas envie de répondre. Alors du coup, comment ça marche? Toi, c'est à l'inspiration, la feuille blanche, est-ce que c'est déjà arrivé Non. ou Alors, t'avais la- tout la tracé? La méthode de travail, en tout cas sur ce genre d'histoire, c'est qu'avant d'attaquer ce qu'on appelle un séquencier, qui est le document que je remets à Vanra, il faut construire la Bible du monde. La Bible du monde, ça va constituer à énormément de documentation. Ce genre de travail, c'est 1 an de documentation et après le script écrit sur quelques mois, mais c'est 1 an de documentation. C'est-à-dire avec Julien Pelletier, qui a écrit par exemple Le Crépuscule des Samouraïs, qui est un historien, qui est mon documentaliste, ça consiste à regrouper tout ce qu'on peut trouver sur la période, sur avant, sur des tas de détails. Il faut vous dire que quand on construit la Bible du monde, c'est un document qui fait des centaines de pages et ce que je vais livrer à Vanra, c'est uniquement un pourcentage réduit de ça. Et ce que vous allez voir dans le récit, c'est le minimum. Mais pour que toute l'histoire tienne, soit cohérente et qu'il y ait qu'il y ait vraiment de la cohésion en fait dans le récit, il faut connaître ce qu'on appelle le décor de son histoire. Il faut savoir de quoi on parle. Et d'ailleurs, il y a justement Julien Pelletier qui est là pour me dire, par exemple, moi je ne savais pas, il m'a dit le téléphone portable n'existe pas à cette époque-là, j'ai besoin d'un conseiller. Et tout de suite, on ne peut pas le mettre dans la Bible et on sait que ça ne va pas exister. Donc on a besoin de passer du temps à faire de la documentation. Et une fois qu'on a toute cette histoire, on va se dire, ok, je vois où je veux en venir, je sais où je vais, cette bataille, et toutes ces batailles, tous ces personnages, de quoi je vais partir, sur quoi je vais construire le premier arc, etc. Là, on peut attaquer le séquencier, mais ça vient vraiment après. Donc je dirais que la grande partie du travail pour un scénariste, avant d'attaquer le script, entre guillemets, c'est vraiment se documenter et connaître son sujet, sachant qu'en plus, même avec tout ça, le dessinateur a derrière énormément de documentation à chercher, parce que moi, je veux chercher, c'est vrai, de la documentation qui m'aide principalement pour le récit, pour l'histoire elle-même, mais Vanra va avoir besoin de choses dont j'ai même pas idée. Elle va avoir besoin de savoir si le pli de tel habit, c'est comme ça à cette époque-là, si ceci, cela. Et derrière, elle a encore du travail de documentation. Et en tout cas, quel que soit l'auteur qui dessine, qui l'écrive, ou les deux, c'est un travail qui est vraiment sous-estimé. Écrire, créer, c'est pas juste on prend son clavier et tout de suite on écrit le scénar. Ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup de préparation en amont. Alors Benoît, j'en profite que tu sois là. J'aimerais savoir, vu qu'on a là 2 auteurs d'avant-garde du manga français, j'aimerais savoir quelle différence il y a entre l'édition de manga japonaise et l'édition de manga française. Alors, l'édition d'un manga japonais est en fait quelque chose. L'édition d'un manga japonais est en fait quelque chose de relativement simple comparé à l'édition d'un manga français, dans la mesure où on part d'un produit qui est déjà fini, qui existe au Japon, et qu'on se contente, entre guillemets, d'adapter à un secteur qui est le secteur français. L'édition d'un manga français, on est véritablement dans une œuvre de création au sens propre, donc dans un partenariat avec les auteurs, donc en l'occurrence Izu et Vanra. Et le but, effectivement, est un travail d'équipe, même si je reconnais que c'est quand même eux qui font 99% du boulot. Donc le but est un travail d'équipe pour faire en sorte que le résultat final puisse correspondre à l'attente de l'ensemble des lecteurs et que ce titre puisse être lu.
Donc le grand avantage en fait de travailler en direct avec des auteurs, c'est qu'à partir du moment où ils nous soumettent leurs planches et leurs idées, on sert entre guillemets un petit peu de bêta lecteur. Et donc ça nous permet de voir des petites incohérences de scénario, de narration ou d'explication qu'on essaye de corriger pour faire en sorte que pour vous ce soit le plus transparent possible. Est-ce qu'un jour on pourra peut-être voir ce manga au Japon? Si jamais des éditeurs sont intéressés, je pense qu'on étudiera la proposition avec plaisir. Alors ça, c'est une bonne chose à savoir, les enfants. Vous êtes prêts à conquérir le monde? J'ai une autre question. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous raconter sur ce titre? Vu que vous vous appelez en pleine nuit pour dire j'ai une idée, il y a forcément des choses ou des inepties qui ont été pondues ou peut-être même des choses cachées, des private jokes, je sais pas, une anecdote qui vous a marqué. Moi, j'en ai une en particulier. Alors, c'est pour Yakashi, mais au sujet surtout d'Izu. À savoir, au départ, donc je rencontre au Mangazur. Le gars, il fait un stand-up sur le, comment ça s'appelle, devant le stand. Et puis, il me dit, oui, il faut qu'on fasse un projet ensemble, etc. Enfin, il me dit plein de trucs hallucinants. Et puis, en général, je pense qu'on a tous eu, s'il y a des dessinateurs amateurs ou en voie de professionnalisation dans le public ici, je pense qu'on a tous eu ce système, à savoir, on rencontre sur des salons des gens extraordinaires, des gens qui peuvent nous permettre d'atteindre, on va dire, comment ça s'appelle pour nous, le Graal, à savoir, passer à une étape supérieure, que ce soit dans la professionnalisation ou quoi que ce soit. Et puis en sortie du salon, on les entend plus parler du tout, ils répondent plus aux mails, ils nous connaissent plus, etc. Et alors donc je lui donne mes coordonnées. Le Mangazur se termine le dimanche. Le lundi, il y a un numéro inconnu qui m'appelle et fait « Oui, c'est Guillaume ». Et je fais « Non, mais en fait, vous avez dû vous tromper de numéro parce que j'étais persuadée qu'en fait c'était une blague. » Il m'a dit « Mais non, on s'est rencontrés au Mangazur ». Et je fais « Non, mais vous faites vraiment une erreur ». Il dit non mais en fait je suis vraiment le gars, on s'est rencontrés, on a parlé du projet. Ah et du coup j'étais mais il m'a rappelé, j'ai eu un monde de blanc et j'y croyais pas parce que effectivement c'est tellement rare des personnes qui sur salon ou même des gens dans la profession qui tiennent leur parole que pour moi c'était la première fois quoi. Voilà. T'imagines, elle t'aurait raccroché, non je suis pas intéressée, pas de pub. Hop, pas de manga, adieu quoi. Il te dira, je suis un stalker. Benoît il sait, il y a un truc à faire, je le laisse pas vivre. Non mais c'est vrai que c'était bizarre quoi. En fait c'est relativement rare et je fais des salons depuis, je suis désolé, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. J'en organisais il y a 20 ans. Cet homme est immortel, il a 52 ans. C'est ça. Et c'est rare en fait de rencontrer, notamment dans les sections artistes, des auteurs qui sont déjà à ce point. Il y a beaucoup d'auteurs en devenir qui dans quelques années seront extraordinaires, mais c'est rare de rencontrer des auteurs qui ont déjà publié, qui ont déjà les produits dérivés plus que les autres, et les pros je parle, qui sont déjà publiés, qui cartonnent dans les autres pays, qui sont déjà avec un style hallucinant, et elle me dit je suis pas publié en France. Mais pour moi c'est genre t'as gagné à la loterie en fait. C'est genre je suis tombé sur l'auteur qui va tout détruire demain, et genre personne ne le sait encore. Donc le lendemain j'appelle à l'époque Stéphane Ferrand, donc, qui est mon éditeur chez Glénat, je lui dis écoute j'ai trouvé la 7e merveille et personne ne le sait. Et je lui dis mais montre-moi, je lui envoie les liens sur internet, il me fait elle n'est pas éditée en France, je t'expliquerai, on va y arriver. Et forcément ça a été très vite, donc grâce à Glénat quand même, il faut bien l'avouer, qui a tout de suite, et d'ailleurs pour l'anecdote, quelques mois plus tard on va à Japan Expo, et c'était il y a 2 ans, et on fait une conférence sur les auteurs de manga français, et donc moi j'avais fait venir Vanra pour la conférence, et donc là il y a les autres éditeurs qui ont découvert Vanra, mais ils ne savaient pas que j'avais déjà calé chez Glénat. Et ils lui ont tous sauté dessus. Et j'ai fait, non, moi j'étais à Mangazur, on est passé avant. Et le pire étant, c'est que j'avais proposé mes projets à tous avant, et au final tout le monde m'avait dit non, mais ils ne savaient pas que c'était moi, et tous lisaient, on va dire, ce que je faisais en ligne, donc, mais ils étaient tous persuadés, j'étais déjà licenciée quelque part. Donc c'est un gros malentendu qui a fait que, au final... je me retrouvais sans personne. Et vous réalisez quand même que l'attaque des Titans c'était un peu similaire. Le mec a toqué chez tout le monde et on lui a dit non. Ça marchera dessine quand même vachement mieux. Enfin c'est génial l'attaque des Titans. Non, mais on peut avouer que techniquement parlant, le premier tome du manga n'est pas un chef-d'œuvre. Ah mais même le 10e. C'est une histoire extraordinaire et le dessin animé est fantastique et le manga est génial. Mais techniquement jamais il aurait signé en France avec ça. Le dessin c'est que les pieds. Par contre Vanra, on peut admirer quand même. Je sais pas si vous pouvez voir, mais une autodidacte nous pondre quelque chose d'aussi beau. Alors moi perso, je vois bien un animé. Alors s'il y a des distributeurs, des éditeurs, des producteurs, ouvrez grand les yeux comme Guillaume a pu les ouvrir, avant que tout le monde se jette dessus, à bon entendeur.
Alors, est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux gens du public avant qu'on passe aux questions-réponses? Bah, alors le message, moi je vais juste l'adresser parce que je pense que Vanra va parler des lecteurs et je remercierai jamais assez tous les gens qui sont ici, qui viennent pour prendre des dédicaces. C'est une nouvelle série, donc c'est important de faire confiance à une nouvelle série. Donc c'est toujours très plaisant de voir autant de gens qui apprécient, qui nous font confiance. Et je donnerai aussi un petit message aux artistes en herbe qui, on l'a tous été un jour, qui veulent approcher les éditeurs. Et mon message va aussi aux éditeurs. C'est important de venir sur des salons comme ça pour se lancer dans le fanzine, pour se lancer dans l'artiste allé. Et c'est très important aux éditeurs aussi de faire le tour de ces stands pour que justement, entre guillemets, l'histoire de Vanra serve de belle histoire à tous les autres artistes, qu'il n'y ait plus d'artistes aussi doués qui restent aussi longtemps sans publier en France. Et je pense que voilà, c'est vachement important qu'il y ait plus de connexion entre tous les artistes français qui aujourd'hui veulent percer dans la French Touch et les éditeurs qui en cherchent, mais il n'y a pas ce canal de communication et on a besoin des salons comme ça pour qu'on se rencontre. Vanra? Alors moi, ça va être plutôt vis-à-vis des lecteurs et des lecteurs dont j'ai la chance qui me suivent depuis quelques années. Encore une fois, vous le savez, quand je fais une série, c'est pas je fais ma série, c'est je vous présente des nouveaux personnages qui sont, comme l'a dit Zou, mes enfants. Donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à suivre les aventures de mes derniers-nés, de nos derniers-nés, puisqu'on est jeunes parents du coup depuis quelques mois. Oh, c'est mignon. Voilà, que j'en ai eu et que nous en avons eu à les créer, à les dessiner. Si c'était le tiers de ça, franchement, on serait super fiers. Encore merci à vous. Eh ben, je suis certaine que vous aurez l'occasion, vous pouvez les applaudir déjà. On a 2 talents bruts qui peuvent porter le flambeau d'un meilleur lendemain pour les artistes en herbe. Comme tu disais, merci aussi à Glénat de pouvoir rendre cela possible, puisque le manga, c'était quelque chose que l'on réservait au Japon. Eh bien non, les enfants, tout comme ce soir, la France s'impose, je l'espère. Un petit mot sur l'euro, quasiment, j'espère que vous êtes pour la France. Un mot sur l'euro, vous êtes pour la France quand même, ils s'en foutent. Ah oui, moi je pense que le Japon va gagner. D'accord, Sans c'est bien ce que je contexte. disais, il n'est pas du tout au courant. Non. Bref, le manga français moi, a j'en un suis très sûre. bel avenir devant lui. Merci Glénat, en tout cas, d'y contribuer largement et de faire confiance à nos artistes parce qu'on en a. On va passer aux minutes questions-réponses. Si vous avez des questions sur, je sais pas moi, est-ce que vous voulez le dessin, l'histoire, est-ce qu'on peut devenir mangaka, quelles études il faut faire, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever bien haut la main, je viendrai à votre rencontre. Je tiens à vous dire aussi que vous pourrez avoir en distribution à la fin de cette conférence qui arrive bientôt à sa fin, ça fait 2 fois fin, un booklet pour découvrir de manière assez rapide et concise l'univers d'Ayakashi, légende des 5 royaumes. Et si vous voulez approfondir la rencontre avec nos 2 auteurs, vous pouvez les retrouver à 16h45 sur le stand Glénat, si je ne m'abuse. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est génial. Alors je sais, c'est comme à l'école ou la fac, on n'ose pas, alors qu'au fond, je sais que vous avez des questions, on en a tous. Par exemple, combien vous gagnez? La question horrible. Combien on gagne? Non, réponds pas. Il est en train de réfléchir. Pour de vrai. Posez vite une question, une vraie Ça dépend question. de la série, ça dépend quel éditeur. Il y a le une question produit. là, la madame. Il y a madame. Il y a madame. La dame a une question Madame. Ah, j'arrive. La jeune fille, soit polie. Ah, on dit madame, tu sais que dans la langue française, il faut dire madame maintenant. Oh, Oui, mais moi je suis old school, moi. Moi, c'est pour Vanra. Je voulais savoir un peu vos sources d'inspiration pour créer vos Cara Design, en fait. Comment vous avez trouvé Pour ce les style, en fait. costumes, Pour les costumes, mais aussi pour comment vous en êtes arrivé à ce Pour le visage, pour, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit moi qui fasse le scénario, que ce soit Izu qui m'ait proposé l'idée originale, quand en fait je travaille de manière un petit peu spéciale dans le sens où je pars sur un thème, je sais que chaque personnage portera un thème avec lui. Par rapport à ce thème-là, pour moi, il y a une image tout de suite du personnage en fonction de son caractère, etc., qui me vient à l'esprit. Et du coup, c'est difficile pour moi d'expliquer quelque chose qui est automatique. C'est comme si je te demandais pourquoi est-ce que tu aimes le chocolat, en espérant que tu aimes le chocolat. Mais du coup, je crée mes personnages, donc par rapport déjà à un thème, en calquant finalement leur cara design par rapport aux thèmes qu'ils vont véhiculer. Donc par exemple, on a Yue qui est la prêtresse Miko, qui est quelqu'un qui est assez secret, qui est plutôt, comment ça s'appelle, quelqu'un de très...
moi, je la trouve très délicate, etc. Donc, je voulais un design qui soit relativement déjà joli, délicat aussi dans ses apparats, etc., dans sa manière de se porter. Je voulais également quelqu'un qui ressorte, parce qu'en général, j'ai horreur des personnages, on va dire, parfaits. Donc, chacun aura quelque chose qui fait que ça participe à son caractère physique ou caractère proprement parlé, au niveau visuel, et également au niveau de son caractère, pour que ça soit quelque chose qui soit vraiment propre à ce personnage-là. Donc autant sur Ayakashi, on aura Yue qui aura des cheveux blancs et des yeux rouges parce qu'elle est albinos, ce qui sort vraiment de l'ordinaire. Autant on aura Hiro, le personnage principal, qui est dépourvu de l'un de ses bras. Là, on ne le voit pas, mais il a le bras gauche qui est remplacé par une prothèse parce que on expliquera dans les prochains volumes pourquoi est-ce que ça se fait comme ça. Autant Agane, non, il n'y aura pas de spoil, désolé. Autant Agane, c'est un personnage que je voyais par rapport à sa manière de parler, qui était très grand, qui était très imposant, mais où c'est un personnage qui est assez... voilà, dans la série, c'est l'aîné à problème, voilà, par exemple. Donc, pour moi, c'est tout de suite une image qui me vient avec, par-dessus un caractère, une gestuelle particulière, et finalement, des vêtements qui leur sont propres. Hiro, c'est un prince héritier, donc du coup, il a vraiment un costume qui se doit d'être finalement le porte-drapeau de son emblème et de son rang, donc il porte beaucoup d'apparat sur lui. Également, c'est un personnage qui est assez rapide, avec un armement particulier. Il fallait que son costume puisse représenter également tout ça. Donc voilà, c'est un tout. Et c'est vrai que, on va dire, moi, c'est comme si j'entendais parler du personnage et qu'ensuite, je le rencontrais sur le papier. Merci pour cette question. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, les yeux sont assez petits si vous êtes coutumier des mangas japonais où les yeux sont immenses. Moi, je trouve que ces personnages te ressemblent un peu, avec les cheveux comme ça, les yeux clairs. Je sais pas, un peu comme le manga japonais me ressemble, des seins énormes et des yeux vraiment monstrueusement grands. Là, pour le coup, on est sur un dessin qui montre bien la French Touch, c'est vraiment ta patte. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est drôle, ça ressemble à Stray Dog. Sans blague. Stray Dog est une autre série à toi, donc. Éventuellement, sur Stray Dog, c'est également moi qui travaille dessus et qui le dessine. Donc, effectivement, on retrouvera mon style de dessin, que ce soit sur Stray Dog, que ce soit sur Ayakashi ou que ce soit sur mes autres séries que j'ai encore en auto-publication ou sur celles dont j'aurai peut-être éventuellement la chance de pouvoir présenter plus tard en publication professionnelle. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas changer demain. Eh bien, on te le souhaite. Tout peut changer. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être une dernière question ? Profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on peut poser une question à des auteurs de marque. Vous risquez de le regretter. J'ai l'impression de vendre un tapis. Vous savez. Ça va partir, ça va disparaître. Hein. Ah, ici. Tu vois, il faut les forcer un peu. C'est comme à l'école. Vous n'avez pas de questions et pile quand il y a la sonnerie, il y a une main qui se lève. Purée. En fait, du coup, je voulais juste en profiter pour te demander le tome 3 de Stray Dog, il sort quand? J'en étais sûre, celle-là, de question. En plus, je te reconnais, j'ai déjà lu. Attends, laisse-le répondre un peu qui se mouille, là, l'éditeur. Normalement, Stray Dog 3 est en cours. Logiquement, il est prévu pour tout début 2017. Après, je vais voir parce que là, avec Ayakashi, on a eu beaucoup de travail qui n'était pas forcément prévu au programme, qu'il fallait faire, ce qui est normal puisque comme toute naissance, il y a beaucoup de travail en amont et par la suite pour l'arrivée du bébé. Donc pour l'instant, j'arrive à tenir mon planning. Après, à voir si j'aurai peut-être un tout petit peu de retard sur le rendu de planche. Cependant, après, ça reste à la discrétion de la production Glénat, qui, eux, sont peut-être capables de rattraper le retard en production. Ça, je ne sais pas, il faut demander à Benoît. Ah bah Benoît, tu vas nous répondre tout de suite, sachant qu'il y a 19 autres tomes d'Ayakashi qui sont en préparation, hein, je le rappelle. Exactement. Donc bien évidemment, on va suivre le développement de Stray Dog 3 avec grand intérêt pour que la production puisse se dérouler sans heurts. Et selon toute vraisemblance, le titre devrait sortir soit en mars, soit en avril prochain. J'étais pas au courant, moi je pensais février, janvier-février, moi. Bon, je la prends avec toi, alors. Y aurait-il d'autres questions avant que nous terminions cette conférence French Touch avec, je le rappelle, Vanra et Izu et Benoît des éditions Glénat. Ça fait plaisir d'avoir des auteurs français qui soient capables de nous pondre une œuvre aussi belle et aussi intéressante. Je vous le rappelle, une histoire uchronique qui vous plonge dans un Japon médiéval fantastique avec une vraie rupture. C'est fabuleux, je pense que j'ai tout résumé. Ah, j'ai bien potassé. Hein. Ah oui, t'es balèze. Hein. Ah,
Et Bon. alors, qu'est-ce qui se dit dans le tome à la page 134? On va voir si tu as bien révisé. Alors la page 134, il n'y a que des dessins, n'essaye pas de me la faire à l'envers. Non, je sais pas, je dis ça au hasard, ça aurait pu. En tout cas, je tiens à vous rappeler que les deux auteurs sont en dédicace, je pense, jusqu'à dimanche. On peut vous voir sur... on peut vous trouver jusqu'à dimanche. Vous allez rester jusqu'à dimanche soir, fermeture des portes. Ah, pour lui, je sais pas, mais pour moi, oui. Si, Guillaume, je pense On est qu'il- ensemble là en dédicace, voilà, tout de Il suite en rêve. sur le stand de Glénat. À À quand 16h45. Dans Alors, quelques minutes, il y a marqué. Dans quelques minutes, à Sur 16h45 Le donc. stand de Glénat. Voilà, Hall 5. Allez, eux. On vous souhaite une bonne fin de salon. N'hésitez pas à leur poser les questions que vous n'avez pas osé poser maintenant. Et puis, s'il y a des talents parmi vous, c'est peut-être le moment de vous faire connaître parce que Izu, c'est un recruteur. Vous l'avez tous compris. Merci à tous. Merci à Merci à tous et bonne lecture. Vous avez à disposition, là Merci, je vois, Marie. ils ont ramené un petit peu des dossiers de presse et des petits booklets si vous C'est des voulez en booklets, ça, connaître c'est un ça petit peu. Ouais. Là, vous avez le début du manga Si gratos. vous avez Et envie c'est de- gratuit. Hein. Voilà. Si vous avez envie de voir un petit peu ce C'est que ça gratuit, donne prenez. au niveau histoire, servez-vous Ah, tu vois, avec dès grand que tu dis que- plaisir. On pourrait faire un jeté dans le public là. Voilà, c'est gratuit, servez-vous. Il y a le début du manga. On aurait peut-être le donné avant, comme ça les gens ils auraient pu suivre en direct. On aurait pu faire une lecture suivie. On aurait Les pu les auteurs jouer. peuvent On même aurait vous pu les les jouer signer avec si vous des le voix. demandez. Et moi j'ai décidé que je quittais pas la scène et je vais continuer à dire des bêtises tout au long de Japan Expo. Tu vois qu'il marche ce manga. Je l'avais dit à l'éditeur, ça marche vachement quand c'est gratuit. Alors, j'ai une question ici. Oui. Tu vois, j'ai vraiment jusqu'à la fin, on me dit ça me fait penser à Kingdom et Sengoku Basara. Alors, il faut savoir que Sengoku Basara, c'est dans le nom, se déroule pendant l'ère Sengoku, qui en fait l'ère, ça se déroule, on va dire, un siècle à peu près avant nous. Et après, voilà, le seul lien, c'est que effectivement, comme Sengoku Basara ou Samurai Deeper Kyo, c'est du japonais médiéval fantastique. Maintenant, de près ou de loin, dans l'histoire elle-même et ce qui s'y passe et le visuel, il n'y a juste aucun rapport. Mais oui, c'est comme, voilà, ça se passe à peu près à la même époque que Sengoku Basara, que j'adore par ailleurs. Merci pour cette question. Eh ben, il n'y a plus de bouclettes. Il n'y a plus rien là, ils sont où les stocks? y en avait Rupture de 200. stock. Sur le stand Alors, Glénat, rupture de vous en stock en avez. japonais, ça se dit Rupture de Sotoku. Ben oui, Ouais, Bah oui, comme bah oui, bah Dragon oui. Ball. Dragon Ball. Voilà, parce que je parle aussi japonais. Couramment. Alors du coup, par contre, si vous vous rendez au stand Glénat, vous aurez des dédicaces et de nouveau des bouclettes gratuits. Mais aussi, pour lire la suite, vous pourrez acheter le manga. Donc ça, c'est un peu moins gratuit, mais c'est mieux parce que ça va après le C'est booklet. le principe d'acheter en même temps. C'est que Voilà. c'est pas trop Ça, gratuit vous aurez quand la on fin du achète. premier acte. On est bon là, on se fait virer, c'est ça le... Ok. 2 minutes? Bon, ben, en 2 minutes, Ah, 3 minutes, on peut il peut encore vous dire chanter des... une chanson si vous voulez. Non, non, non. Alors, Pour la petite Vaut anecdote, mieux Guillaume pas, a c'est réussi à se faire virer d'un karaoké au Japon tellement il chantait mal. Pas fort, mal. oui, oui, c'est rare hein, parce qu'au Japon, ils sont polis, mais là, c'était trop Et ils dur. ont l'habitude. Non, mais on faisait fuir les clients. Alors, la dame, elle est gentille, elle est venue nous voir, elle nous a dit, s'il vous plaît, on vous rembourse, est-ce que vous pouvez sortir? C'est même plus on vous Au rembourse, Japon, on vous c'est rare, paye. hein, il y en a qui pourront témoigner. On hein. vous paye et vous vous Oui. barrez. Oui, oui. Alors, si est-ce qu'il y a des questions pour Marie, hein, de Jiwan dans l'Assemblée? Toi, Cornier, je vous propose qu'on change cette... Oui, arrêtes. là, il y a une question. Là. Non, le monsieur se grattait le bras. Il n'y avait pas de question, il se grattait le bras. Arrête d'halluciner. Ah, sur il y a les- une question pour Marie. Il y a une question pour Marie. Non. Ah, tu vas aller lui donner le micro, hein, Marie. Voilà, il y a une question Moi, je suis pour pas Marie. très forte hein, pour répondre Dans aux- cette conférence. aux questions. Non, non, regarde, il levait les bras pour dire je suis là. Il disait bonjour à ses potes. Oui, non, non, Tu c'est une vois question pour toi. Non, 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 Si, non, si, non. si, si, si. Moi, je peux continuer pendant 3 minutes à vous raconter des choses sur Guillaume. Hein. Comme le fait qu'il range pas ses affaires dans notre bureau à la rédaction, par exemple. Tu sais qu'il y a toujours ton carton de caca là qui traîne. Oui, et le t-shirt que tu m'as emprunté au tournage il y a 1 an. C'est Un vrai. t-shirt gris, hein, bon. J'avais Donc on va oublié. pas sortir les dossiers. On est désolé, on va faire la transition, la conférence est finie. Je vous rappelle que Vanra, qu'on peut aussi te retrouver à ton stand où on peut retrouver d'autres de tes séries, parce que Stray Dog évidemment est chez Glénat, mais à ton stand qui est... Alors, qui est juste en face du stand Square Enix. On est toujours en stalker autour du stand Square Enix. En D204, juste en face du stand Akata. Bon, c'est facilement identifiable. Vous devriez Et en pas plus, je trop pense vous perdre. que vous le verrez de loin parce que vous retrouverez les personnages que vous avez déjà connus, soit dans Stray Dog, soit que vous allez Il découvrir y a dans de Ayakashi. l'artbook, il y a du poster. Il y a tout ce que vous voulez sur toutes les séries, tout ce que vous aurez toujours voulu savoir sur les personnages avant, pendant, après Stray Dog.
avant, pendant, après Ayakashi. Donc voilà, vous avez tout. Alors, une petite question maintenant pour Benoît, hein, puisqu'il est là, on va en profiter. Alors, on a vu notamment qu'il y avait certains éditeurs qu'on ne citerait pas qui faisaient des trailers en dessin animé avec des studios qu'on ne citerait pas pour des séries qu'on ne citerait pas, mais c'est un stand à l'entrée tout à droite avec des écrans géants. Alors, quand est-ce qu'on peut passer, hein, parce qu'il y a les gens du marketing qui sont là aussi, je trouve que c'est une super idée marketing, le dessin animé pour vendre le manga. Alors, quand est-ce qu'on peut parler du dessin animé Ayakashi? Est-ce que vous voulez voir le dessin animé Ayakashi? Est-ce que vous voulez le dessin animé de Stray Dog aussi, tant qu'à faire? Eh ben voilà. Oui, bien évidemment. Voilà, par défaut, tous les dessins animés de l'univers de Vanra. Alors, donc. Alors de là, on a deux possibilités. Soit Glénat, en plus d'être éditeur de BD, se fait également créateur de dessins animés. Ce qui va nécessiter pas mal de choses. Soit effectivement, on va essayer d'établir des partenariats si des producteurs se révèlent intéressés. Et voilà, des vraies révélations à Japan Expo. Vous êtes en train de le saigner, le pauvre. Merci. On applaudit quand même Marie. On applaudit Marie qui a présenté ce show. Vous pouvez les applaudir et retrouver-les tout de suite sur le stand Glénat. Voilà. Pour des dédicaces. Merci à tous. Et Benoît, voilà, le maître du PowerPoint aussi. Fanny qui a préparé le PowerPoint, bien évidemment. On remercie également notre imprimeur, le petit frère de l'imprimeur qui a transporté les livres, le plastique, la bouteille d'eau, hein, c'est qui les bouteilles? Il y a une Evian, nous avons également une cristalline, voilà. Bon, et Japan Expo hein, pour nous accueillir, voilà.